Bonjour, bienvenue pour ce 7e épisode de Multimonomanie, une série de vidéos où je vous parle des choses qui m'ont passionné ces derniers temps, qui m'ont intéressé. La dernière fois, c'était assez varié et je dois dire plutôt léger en livres. Et cette fois-ci, ça va être exactement l'inverse. On va essentiellement parler lecture. Il y aura quelques autres choses, mais ça va vraiment surtout être livre. Et comme j'avais évoqué la dernière fois, on va attaquer avec un très très gros morceau qui m'a pris beaucoup de temps à lire forcément. La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielski. Oui, c'est un énorme pavé. C'est l'histoire d'un journaliste qui a l'habitude du terrain de guerre, du conflit, qui, pour sauver son couple et sa famille, décide d'arrêter ça et d'acheter avec sa femme une maison loin de la ville, à la campagne, avec un grand terrain, un très bel endroit, où ils pourront essayer de se reconstruire et de s'installer. Et petit à petit, il découvre que dans cette maison, il y a un labyrinthe. Et lui il se plonge de façon obsessionnelle dans ce labyrinthe, essayer de l'explorer, d'aller au fond. Ça, c'est le cœur de l'histoire, mais ça nous est raconté par un homme qui trouve lui-même des papiers d'un autre individu qui enquêtait lui-même sur la maison en question et sur l'histoire de son acheteur, de ce journaliste. L'ancienne personne qui a travaillé sur ces papiers était complètement obsessionnelle, et le personnage principal va lui-même plonger dans cette obsession. Et c'est un livre qui est très, comment dire, qui est énormément dans la figure de style, et aussi énormément dans, dans l'embrigation, on va dire. La maison, c'est un labyrinthe, le personnage devient obsédé par ça, l'acheteur, tout le monde commence à le suivre, les personnages qui travaillent dessus commencent à leur tour à devenir obsédés, ça devient dans leur tête un labyrinthe. Et c'est un labyrinthe dans un labyrinthe dans un labyrinthe. Et derrière ça, moi j'y ai vu une forme de critique de la recherche universitaire, une réflexion là-dessus, parce que vous avez énormément de notes de bas de page, des références à des articles obscurs, de gens qui ont travaillé sur un sujet en relation même très lointain avec la maison, et ça pousse très loin là-dedans. Et ce livre, ce qui est pour moi un tour de force, est écrit comme un labyrinthe lui-même. Je vais vous en montrer quelques pages pour vous rendiez compte d'à quel point ça va. Celle-ci est particulièrement marquante, celle-là aussi, avec des morceaux dans tous les sens, des notes, on doit tourner le livre, on doit chercher, on doit avancer, reculer, aller voir la note qui est sur une autre page, aller voir les annexes, essayer de se retrouver là-dedans. Et nous-mêmes, on se retrouve complètement happé, complètement obsédé par ce livre. De ce côté-là, c'est vraiment merveilleux. Euh, pour moi, ça a été une lecture extraordinaire. J'y ai pas passé le mois complet, mais presque, parce que c'est long à lire, c'est ardu, c'est très exigeant, mais ça vaut le coup, franchement. C'est- de ces 2 mois de janvier-février, c'est vraiment ma lecture la plus marquante, et largement ce que j'ai préféré. Et j'ai enchaîné juste après avec un autre livre, aussi figure de style, un peu labyrinthique, c'est assez rigolo cet enchaînement qui n'était pas prévu, par ceci. Si une nuit d'hiver, un voyageur, d'Italo Calvino. Alors, ce que je dois dire, c'est que c'est le deuxième livre d'Italo Calvino que je lis. En effet, l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'avais lu Les Vilains Invisibles, que j'avais plutôt apprécié. C'est un peu long à la fin, un peu trop dans la figure de style, mais l'idée de base était exceptionnelle. Là, on est à nouveau sur une idée un peu loufoque. C'est l'histoire de quelqu'un qui tombe sur un livre qui s'appelle Si une nuit d'hiver, un voyageur, qui est le nom du livre, qui commence à le parcourir et il s'aperçoit que c'est pas le même livre. Du coup, il le remet dans la librairie, il passe un. Mais il veut lire cette fois-ci le livre qui était dedans, le mauvais. Il commence à lire, et ainsi de suite, il passe d'un livre à l'autre. Et on a intercalé deux types de phases. Le personnage qui va dans une librairie, qui va à l'université, qui va dans une bibliothèque, qui va quelque part pour chercher ce livre. Puis Italo Calvino qui écrit lui-même le livre qui est lu par le lecteur. C'est clairement ma figure de style, ça permet à Italo Calvino de s'intéresser à plein de genres différents, ce qu'il ne fait pas forcément dans ses autres livres.
Et le processus est rond et c'est vraiment en miroir. On revient, c'est toujours la même chose. Mais il y a plein d'histoires amorcées et ça va jamais au bout. Et j'ai trouvé que c'était un peu lassant. On est dans la figure de style, mais on va au bout de rien. Et j'en ai eu un peu marre au bout d'un moment, malheureusement. Donc c'est pas une lecture que je conseillerais à tout le monde. Allez y jeter un œil, c'est intéressant. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que c'est extrêmement bien écrit, extrêmement au niveau du style, c'est merveilleux. Comme les Villes Invisibles l'étaient d'ailleurs, il joue là-dessus. Chaque passage différent, il l'écrit un peu d'une autre façon, mais c'est toujours très très bien écrit. Niveau style, c'est excellent. Voilà. C'était les deux livres, les deux romans que j'ai lus récemment, depuis le début de l'année, on va dire, c'est amusant les liens qu'on peut faire entre les deux, le côté figure de style, le côté labyrinthique à chaque fois. C'est intéressant, mais j'ai pas lu de la fiction. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est ceci, Ouvrir une voie d'Emmanuel Faber. Je l'ai pris parce que j'avais envie de lire un livre sur l'escalade, ça m'arrive régulièrement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, même si je pratique pas. J'ai trouvé le livre sympa, le résumé me tentait rapidement, et j'ai commencé à lire, et j'ai découvert qui était Emmanuel Faber, ce que je ne savais pas avant. C'est marqué dans le résumé, mais je l'ai vraiment lu en diagonale, le résumé. C'est l'ancien grand patron de Danone. Et il y a énormément de liens qui sont faits entre l'escalade et son boulot de grand patron. C'est quelque chose qui m'a un peu gêné tout au long de cette lecture. Euh, il a tendance à essayer de se mettre en avant. C'est pour quelqu'un très à gauche comme moi. Il y avait plein de petites choses qui me gênaient, mais lui-même, on sent qu'il a conscience des enjeux écologiques et sociaux de ce moment. Il se définit comme un patron social, alerte à toutes ces choses-là. Ça a l'air d'être le cas. Mais le parcours ancien financier, grand patron, il y a des moments où ça me titille. Mais à côté de ça, c'est très bien écrit. Tout ce qui peut dire, sa vision de la vie, il y a beaucoup de choses, même pour quelqu'un comme moi qui est à l'opposé de lui sur plein de choses, il y a plein d'éléments sur lesquels on peut se rattacher, et on sent que cette conscience de gauche qu'il met en avant, c'est le cas. Tout ce qui est sur l'escalade, à proprement parler, c'est très chouette, très bien écrit, il y a toute une réflexion philosophique en plus derrière, qui est assez intéressante. Moi, j'ai plutôt bien aimé, avec un gros bémol sur toute la seconde partie du livre, en fait. Au début, il se consacre vraiment à l'escalade, 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 en faisant des raccords de temps en temps à sa vie, à la finance, au boulot de grand patron. Ça va encore. Au bout d'un moment, on est plus sur le côté autobiographique. Et on s'éloigne de l'escalade. Et là, c'est la deuxième partie du livre, la deuxième moitié, on va dire, ça a été beaucoup plus dur à lire pour moi, beaucoup moins agréable. Mais ça reste un livre pour toute personne qui s'intéresse à l'escalade, ou même pas en fait, parce que c'est aussi un récit de vie, il parle de certaines choses qu'il a marquées et qui sont assez intéressantes, et qu'il le dit avec beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté, pas de légèreté au contraire, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, et c'est très bien. Bon, oui, je conseille quand même ce livre, malgré ce qui m'a gêné, mais ça c'est le côté gros gauchiste. Voilà, niveau hors bande dessinée, ce que j'ai lu, mais j'ai aussi lu un peu de BD. Je suis encore dessus d'ailleurs sur une d'entre elles, on en parlera la prochaine fois. J'ai commencé par lire ça, du Deadpool, par Alyssa Wong et Luigi Zagaria. J'ai détesté. Le personnage de Deadpool, les films qui ont été plutôt bien reçus, j'ai pas trop aimé. Le côté métal est trop pour moi, alors que c'est des choses que j'aime bien parfois. Là, ça va trop loin, l'histoire m'a pas trop plu, les adversaires non plus. Vraiment, Deadpool, ça n'a pas l'air pour moi. Et je me dis aussi que en ce moment, dès que j'essaie de lire un peu du Marvel autre que Krakoa, je bloque. Ça me plaît pas trop. Donc on verra si je finis par tomber sur autre chose, ou si je reviens sur Krakoa, et puis je lirai autre chose que du Marvel après. Ensuite, j'ai Deadpool, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Les deux BD dont je vais vous parler ici, je les ai aussi pris à la bibliothèque, et je prendrai sûrement la suite rapidement, j'y reviendrai. C'est les deux premiers tomes des Vieux Fourneaux. C'est
anciens ouvriers très marqués à gauche qui se retrouvent au moment du décès d'un de leurs vieux amis et qui se lancent à partir de là dans des aventures rocambolesques. que C'est très cool, moi j'ai vraiment aimé. Ça m'a un peu rappelé un film qui doit avoir 15 ans maintenant, je pense qu'il doit dater de 2010, qui s'appelait Red, avec Bruce Willis et il y avait John Malkovich aussi. C'est un film d'action de vieux retraités de la CIA, je crois, ou des agences spéciales américaines, qui décident de se lancer dans des opérations à leur tour. Et là, c'est un peu ça, mais côté syndicaliste, franchouillard, bonne ambiance. C'est très chouette. C'est extrêmement touchant. Il y a plein de moments, on s'attache vraiment beaucoup. Vraiment, j'ai hâte de lire la suite et je vous conseille d'y jeter un œil. Ça a le côté touchant, le côté aventure sympa, c'est très drôle. Vraiment, les grands fourneaux, les vieux fourneaux, pardon. Les deux premiers tomes au moins, j'ai pas encore lu la suite. Je vous conseille d'y jeter un œil, c'est très chouette. Voilà niveau lecture. Comme j'avais dit, il y a quand même pas mal de. Il y a 6 livres là, ça fait pas mal par rapport depuis le dernier épisode. Et ça va être le gros morceau, mais je vais aussi un peu vous parler de séries télé. En ce moment, il y a la saison 2 de quelque chose que j'aime beaucoup qui s'est relancé, qui s'appelle Elsbeth. Mais pour vous parler d'Elsbeth, je vais devoir vous parler de deux autres séries. La première s'appelle The Good Wife. C'est une série d'avocats aux États-Unis. Euh, un épisode, une enquête. On passe à l'épisode suivant, une autre enquête. Tout ça porté par Juliana Margulies, je crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'actrice du centre, qui est au centre ici, dont l'époux, qui est un homme politique, se retrouve pris dans des complots, et du coup, dans des complots, pardon, dans des accusations de corruption, et elle est obligée de reprendre du service en tant qu'avocate après des années loin de là. Et ça- la série, c'est comment elle va se débrouiller pendant 7 saisons dans cet univers-là. C'est très bien. C'est du bon procédural, très cool. Vous pouvez regarder ça, vous allez y passer un bon moment. C'est pas extraordinaire. Les personnages secondaires sont très cool, c'est bien écrit, c'est haletant, mais l'ensemble, j'ai encore des réserves. Par contre, il y a un premier spin-off qui est sorti ensuite qui s'appelait The Good Fight. Et The Good Fight, ça doit être parmi mes séries préférées de tous les temps. C'est des personnages de The Good Wife qui quittent le cabinet principal pour en ouvrir un second, toujours au même endroit. Et ça reste une série d'avocats, mais comment, le point de vue a changé. On arrive dans l'Amérique du premier mandat Trump, et je pense que, c'est comme ça que j'interprète en tout cas, les deux créateurs de la série originelle se sont dit qu'ils pouvaient plus faire leur série de la même façon qu'avant. Et là, ça passe la barre petit à petit dans les premières saisons, dans le baroque le plus total, dans ça dégénère dans tous les sens, et c'est purement jouissif. Dans les dernières saisons, ça atteint des niveaux qui sont extraordinaires. On retrouve des personnages de The Good Wife, pardon, et ça les emmène ailleurs. Ça nous emmène d'ailleurs nous-mêmes ailleurs. C'est fabuleux. Vraiment, The Good Fight, c'est une très 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 bonne série. Si vous avez beaucoup de temps devant vous, regardez The Good Wife avant. Sinon, c'est même pas la peine. Regardez The Good Fight et vous allez passer un excellent moment. C'est un gros 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 coup de cœur. Alors forcément, dans le casting, vous avez peut-être reconnu Rose Leslie, ça fait plaisir de la retrouver, mais le gros 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 coup de cœur pour cette série, ces 6 saisons cette fois-ci, c'est Christine Baranski qui est juste à côté, qui tient le rôle principal et qui est merveilleuse, qui est extraordinaire. On la voyait dans The Good Wife, elle était très bien aussi, mais là elle passe à un niveau supérieur. Et dans tous ces personnages secondaires, ceux que vous voyez à l'écran, en bas à droite, vous avez un personnage qui s'appelle Elsbeth, qui est une avocate un peu déjantée et qui en joue dans ses procès. Et il y a une nouvelle série qui est sortie l'année dernière qui s'appelle justement Elsbeth, qui est centrée sur elle.
où elle se retrouve, associée d'une façon un peu prétextée, il y a un prétexte pour l'associer à des enquêtes policières à New York. Elle débarque à New York, ce qui n'était pas le lieu de la série jusqu'avant, pour suivre les enquêtes dans un commissariat suspecté de corruption. Et c'est une série d'enquêtes cette fois-ci. On quitte le monde des avocats, on arrive sur des séries d'enquêtes où un épisode, une enquête, on connaît le criminel dès le début, et c'est du Colombo. C'est comment est-ce que Elsbeth va réussir à résoudre l'enquête. Ça va être coloré, ça va être drôle. C'est à nouveau un changement d'ambiance par rapport aux deux séries précédentes, et c'est très chouette. Ça détend, c'est rigolo, c'est vraiment une série feel good cette fois-ci. Euh, on- un de mes regrets, c'est qu'on ne retrouve pas les seconds rôles des deux séries précédentes. Il y a, c'est des nouveaux seconds rôles, ou rôles principaux d'ailleurs, qui arrivent, qu'on ne connaissait pas jusqu'avant, qui sont très chouettes à nouveau. Vous voyez sur l'affiche les deux policiers qui sont là. Un petit clin d'œil à à l'homme qui est là, qui est Wendell Pierce, qui est un acteur extraordinaire qu'on a déjà vu dans les très grands The Wire et Trémé, que je le vois, je pense à ces deux séries-là, je suis obligé de vous les conseiller, ces deux séries extraordinaires. Donc Elsbeth, vous n'avez pas besoin de regarder The Good Wife, vous n'avez pas besoin de regarder The Good Fight juste avant, même si je vous conseille de le faire parce que c'est très bien. Elsbeth, si vous avez besoin d'une série feel good, foncez, c'est très très bien. Voilà niveau série télé. Là, on est au milieu de la saison 2 d'Elspeth. J'espère qu'il y en aura d'autres. Si ça peut arriver à 5 ou 6 saisons, moi je prends. Voilà niveau série télé. De temps en temps, je vous parle catch et ça va être le cas aujourd'hui. Je vais vous parler de ma fédération locale, l'OWEA, qui est la fédération d'Orléans. Récemment, on a été avec mes deux fils au show de Jeanville-en-Beauce, le 8 février, et je vais bientôt enchaîner avec les shows du 15 mars et sûrement les deux shows à Orléans en mai et en juin, qui ont l'avantage tous les deux d'être pas loin de chez moi. Allez voir du catch. Le catch local, l'ambiance dans la salle, c'est très très cool. Quand, comme moi, on a la chance d'avoir juste à côté de chez soi une promotion qui fait de la qualité, vous n'allez pas avoir, ça va pas être le catch à façon WWE, vous n'allez pas avoir les très très grosses stars françaises, mais dans le ring c'est solide, ça fait les choses bien. L'ambiance, elle est là. On peut parler aux workers après le show, c'est très sympa. Allez regarder le catch local et si vous êtes près d'Orléans, allez regarder le WA parce que faut les encourager, ce qu'ils font est très solide et je ne peux qu'espérer qu'ils continuent à se développer comme ils le font jusque-là. Vraiment, c'est très très chouette. Donc voilà, on va bientôt arriver au terme de cet épisode qui a été bien rempli au final. Je vais juste vous parler de quelque chose qui m'occupe aussi énormément ces derniers temps. J'ai envie depuis un moment maintenant, de, d'apprendre physiquement à faire ce qu'on fait dans les anciennes imprimeries, tout le travail sur le livre, sur les documents. Et quelque chose qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est la gravure sur bois. Faire de la gravure sur bois, c'est un peu compliqué. La xylogravure, pas la gravure sur bois, pardon. La xylogravure, c'est imprimer grâce à du bois. Et il y a quelque chose qui se rapproche énormément, qui est la linogravure. On prend une plaque de lino, on la creuse, on encre, et à partir de cette plaque de lino, on pose les feuilles de papier dessus, on appuie, et ça va imprimer sur cette feuille de papier le dessin qu'on a ancré. C'est très ludique, c'est très sympa à faire, et je m'y suis mis récemment. Et forcément, l'amateur de catch que je suis a commencé par essayer de représenter un match de catch. Vous pouvez reconnaître peut-être ici Mystico, qui est un des meilleurs catcheurs au monde actuellement, qui travaille au Mexique. C'est très facile à faire un match de catch en lino, surtout celui-là. Donc c'était mon premier test, j'en étais assez content. Et à partir de là, je suis parti sur des choses un peu plus compliquées. Enfin, j'ai parlé escalade aujourd'hui. Deuxième essai de linogravure. Cet enchaînement de montagnes que vous avez là, c'est en Patagonie, c'est le Fitzroy et les montagnes qui sont autour, le Saint-Exupéry et d'autres montagnes comme ça. Ça rend très bien en lino, je suis assez content aussi. Bon, il y a un petit souci ici, une petite tache d'encre qui s'est pas pressée, mais c'est pas grave, c'est ces petites imperfections, vous en avez une série là, j'aime bien, ça fait une sorte de fumée. C'est ces petites imperfections que je trouve qui donnent leur charme à la lino, parce que j'ai dû en imprimer une dizaine de celles-là, et à chaque fois vous avez des petits détails, des petites différences, des petites imperfections
qui rendent les linos uniques. J'adore, c'est vraiment très sympa à faire. Et j'ai commencé à essayer d'y mettre mes enfants. Pas la partie gravure, c'est un peu compliqué, mais juste la partie ancrage, impression, c'est très sympa à faire. Voilà les deux premières. En troisième, on est revenu sur un masque de catch, celui qui est beaucoup plus compliqué. On arrive sur des choses un peu complexes pour moi. Et je vous avoue, je suis très fier, très content de celui-là. C'est le masque d'un catcheur mexicain à nouveau qui s'appelle Volador Junior, qui a perdu son masque il y a des années de ça, c'est pour ça que c'est un peu dur à reconnaître. Et je trouve que ça rend vraiment bien en lino. Et j'ai aussi la possibilité de faire des genres de petits tampons lino. Et voici ce que j'ai fait. Hop, c'est le masque d'un catcheur de l'OWA qui a lui-même son logo, qui s'appelle Hysterico, qui est un clown catchesque. Et j'ai reproduit le logo pour en faire des tampons. Et ça rend comme ça. Et je suis très content de ce que ça fait. Je vais voir comment je pourrais utiliser ça, mais c'est assez chouette à faire. Et là aussi, pour les enfants, ils prennent leur tampon, ils appuient sur là où on a préparé l'encre, et ils tamponnent. Et ça leur fait le petit logo. C'est assez chouette à faire. Je vais peut-être essayer de voir avec mon aîné pour qu'il me fasse des petits dessins qu'on essaie de reproduire derrière en lino. On verra, c'est chouette. Voilà, c'est un épisode qui est un peu long pour un multimonomanie, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Et maintenant, je vais conclure rapidement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et à bientôt, peut-être quand j'aurai le temps, pour un potentiel 8e épisode. Au revoir.